Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous propose que notre collègue Isabelle Pasteur fasse l'appel de ce conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Rémi Détang. Présent. Isabelle Pasteur, présente. Moulet Gélal. Présent. Catherine Gauzy. Présente. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Présente. Patricia Bonneau. Présente. Valentin Niaourou. Kéra Bouziane Laroussi. Présente. Kamaï Souvonassi. Présent. Annette Malaquet, excusez pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Denis Rehet. Evelyne Préoni Vincent. Sylvain Boulogne, excusez pouvoir à Moulet Gélal. Hicham El Crête, excusez pouvoir à Valentin Niaourou. Véronique Bachelard. Présente. Céline Froidureau. Présente. Sophie Panetier. Présente. Moussa Bamba, excusez pouvoir à Véronique Bachelard. Noélie Benjili, excusez pouvoir à Catherine Gauzy. Joseph Thomas, excusez pouvoir à Philippe Schmitt. Maëlys Ganhy. Naïma Comblonge. Benoît Milot, excusez pouvoir à Sébastien Quinquer. Virginie Dos Santos. Présente. Sébastien Quinquer. Présent. Michel Manuelian. Présent. Majid Tayebi. Présent. Présent. Eh bien, parfait. Donc le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Et je vous propose que notre collègue Valentin Niaourou soit désigné secrétaire de séance et Yohan Lavier secrétaire auxiliaire. Et c'est évidemment notre collègue Valentin Niaourou qui tiendra le cahier et qui a la chance d'écrire toute la soirée. Pour les deux délibérations suivantes, vous savez aussi qu'il y aura deux questions orales en fin de conseil. Pour les deux délibérations suivantes, donc concernant notre convention pluriannuelle de partenariat avec l'association Médiation et Prévention de Dijon Métropole, je vous propose que M. Hervé Fronsonnet, ici... On me précise qu'il faut que tu fasses valider déjà l'approbation du... Alors, effectivement, j'ai raté le premier article, effectivement. C'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 juin dernier. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, je reviens à M. Fronsonnet, donc, qui est le directeur général de l'association, et il pourra ainsi nous faire un bilan des actions réalisées en 2024 dans notre ville, à la fois sur le volet médiation et la prévention spécialisée. Nous évoquerons évidemment les actions futures. Vous pourrez lui poser les questions que vous souhaiterez, bien sûr. Et sans tarder, donc, je donne la parole à Monsieur Fronsonnet. Bonjour à tous, ceux que je connais déjà et ceux que je ne connais pas encore. Je suis ravi de vous rencontrer et de prendre la parole sur ce conseil municipal pour présenter notre association. Voilà, vous retrouverez dans l'exemplaire papier qui vous est distribué aussi le détail de la présentation. C'est pour ça que je vais essayer d'être synthétique sur les points un peu théoriques ou un peu plus exhaustif, et on se concentrer sur des données un peu plus statistiques et notamment les questions. L'idée, c'était surtout de repréciser qu'est-ce qu'un médiateur, qu'est-ce que les médiateurs sociaux font sur votre territoire. La médiation sociale, vous avez la définition ici présente. C'est vraiment un processus de réparation, de restauration et de recréation de liens sociaux. L'idée, c'est de venir effectivement jouer ce rôle de tiers, un peu neutre, un peu impartial, parfois dans les relations entre habitants, parfois dans les relations entre habitants et institutions. Et donc cette définition-là, elle est chère parce qu'on associe souvent le médiateur à effectivement quelqu'un qui marche dans le quartier, puis on ne sait pas trop ce qu'il y fait. Donc c'est intéressant de venir découper un petit peu les actions et de comprendre ce qui se joue pour lui. Avec un cadre éthique et déontologique que vous avez sur la droite et qui garantit vraiment le droit de l'usager, le droit du bénéficiaire. Et on est vraiment sur cette discrétion, confidentialité, le libre consentement à rentrer dans le processus de médiation, l'indépendance, en tout cas du médiateur, qui ne doit pas prendre parti ni pour la commune, ni pour le bailleur, ni pour l'habitant. Il doit essayer de comprendre, en tout cas dans ce triptyque, ce qui se joue pour chacun. Et puis vous avez effectivement les postures d'impartialité, de proximité, de réflexion sur la pratique qui garantissent en tout cas la qualité du processus.
On va rentrer dans l'émission, s'il y a des questions sur ce côté, en tout cas, un côté un peu théorique, on pourra y revenir. La première mission, c'est effectivement, ils marchent dans le quartier, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils se baladent dans le quartier? Ils assurent une présence active de proximité. Ça, c'est le registre d'intervention le premier, c'est-à-dire que c'est une offre sociale, médico-sociale, disponible sur la ville, qui doit être visible et qui doit être visible des habitants et mobilisable. Le but, c'est vraiment d'être dans cette offre de proximité et de partager le territoire vécu avec l'habitant. C'est ce partage du territoire vécu, c'est cette récurrence de l'offre qui nous accorde un petit peu de légitimité, et puis après on gagne un peu de confiance, et le respect du cadre déontologique finit de construire la confiance qui se tisse avec l'habitant. Et donc effectivement, cette offre-là, elle est importante, et comme vous le voyez, je vous ai mis un petit schéma pour comprendre comment la relation elle se construit. On est vraiment dans le bris de glace, la captation avec l'habitant, une écoute ensuite très large, on est vraiment sur une posture décentrée, ça peut aller sur tous les sujets de la vie. Et puis ensuite, une fois qu'on a entendu, en tout cas l'habitant dans ses besoins, on va essayer de tisser, de réorienter, de faire valoir le droit commun quand c'est nécessaire, d'essayer de gérer la situation si c'est à nous de le faire, ou d'orienter vers un bailleur si la situation appartient plutôt à cette dimension-là. Donc cette présence de rue, elle est hyper importante. On va la voir comment on a utilisé ça aussi sur d'autres registres. Une fois qu'on a fait cette présence de rue, il y a un autre registre un peu conséquent dans notre travail, c'est ce qu'on appelle effectivement la prévention et la gestion de conflits. Ce sujet-là, il est important puisque dans nos financements existent aussi les bailleurs sociaux et ils nous financent pour qu'on puisse les accompagner dans la gestion de la tranquillité résidentielle. Et donc du coup, on est là aussi sur la gestion des conflits entre habitants, les conflits d'usage aussi entre habitants et, je ne sais pas, jeunes, camions qui bloquent la porte d'entrée, etc. Donc on est à la fois sur les conflits interpersonnels et à la fois sur les conflits d'usage. Là, vous avez quelques statistiques sur l'ensemble des QPV, en tout cas sur lesquels nous travaillons. Et vous avez les statistiques 2024-2025. On voit que pour la ville de Quetigny, on a eu une augmentation des préventions et des gestions de conflits. On a eu 246 interventions l'an dernier et on est à 318 interventions cette année. Donc, globalement, la hausse, elle est un petit peu partout. On a juste eu une baisse, comme vous le voyez, à Fontaine-Douche, mais ça s'explique assez facilement. Voilà, on a eu un binôme, un arrêt maladie, et du coup, il y a un peu moins de travail de fait sur une période donnée. Voilà. Sur cette prévention de gestion de conflits, ce qui est intéressant aussi à pointer, qui n'est pas là sur le diapo, mais c'est pour vous donner, c'est cette démarche d'aller vers, cette démarche proactive. Elle nous permet, par exemple, sur les 25 derniers conflits de voisinage gérés à Quetigny, seulement 6 émanent du bailleur et font l'objet d'une saisine officielle, et 19 d'entre eux sont vraiment de la découverte, de l'exploration du médiateur, qui d'une manière proactive est allé chercher de lui-même le conflit à son origine pour éviter que ça parte ensuite à ce que vous connaissez, les courriers qui arrivent en mairie, les pétitions, etc., qui sont toujours plus lourdes à gérer que des fois un conflit interpersonnel. Sur ce registre aussi de favoriser les relations avec les habitants, vous trouverez ici la répartition. Alors forcément, vous, au regard de la cartographie qui est la vôtre, on a une grande proportion de travail chez CDC Habitat, ce qui est tout à fait logique. Et donc là-dessus, c'est juste redire que, en plus de cet aller vers et cette gestion, en tout cas des troubles du voisinage, on va également avoir une démarche de visite de courtoisie. Voilà, on va cibler, c'est-à-dire un immeuble ou 2 par mois, où on va présenter et venir présenter notre service, l'entièreté de l'offre, pour communiquer auprès des habitants à tout ce qui est possible. Et puis dernier sujet où on peut faire aussi du porte-à-porte, parce qu'il y a une démarche de porte-à-porte dans la médiation sociale, c'est quand on étaye et qu'on accompagne toutes les campagnes, par exemple de mobilisation, de désinsectisation du bailleur social, ou tous les projets collectifs qu'on va pouvoir construire avec vous, ou avec la ville, ou avec d'autres partenaires. Donc là aussi, on est dans ce registre de l'aller vers et du porte-à-porte. Une fois qu'on a cartographié un petit peu cette difficulté, parce que souvent le conflit de voisinage, c'est la porte d'entrée pour nous, mais derrière, c'est quelle est la forêt qui est derrière cet arbre. Et derrière, dans cette forêt-là, il y a beaucoup de besoins sociaux qui parfois s'expriment. Donc on va aller ensuite orienter effectivement le public, mettre en relation le public avec qui de droit. Donc est-ce que c'est le CCAS ou un autre partenaire? Ce qui est intéressant à voir sur les statistiques, on a cette chance ici, en tout cas sur ce territoire-là, nous qu'on aime travailler, d'avoir Château Service, d'avoir une offre assez centralisée, assez repérée, assez connue par les habitants, et donc du coup l'orientation est aisée.
plus simple, en tout cas, que sur d'autres QPV qui sont très morcelés, avec différentes strates associatives qui s'occupent un peu chacun d'un morcellement, quoi. Sauf que là, de coup, on a une offre qui est bien déterminée, bien dessinée, donc on a une orientation plus aisée de l'habitant auprès des services de droit commun. On est allé chercher, on s'est dit, tiens, voilà, mais sauf qu'on s'est fait un peu déborder sur les de 2016, date de création, jusqu'à 2021, sur ce sujet-là, et on a énormément passé de temps au domicile, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a même eu une offre de veille sociale pour compléter un peu ce que pouvaient faire les CCAS sur de la veille aux personnes vulnérables, la veille aux personnes âgées, la veille aux personnes en situation de fragilité mentale ou autre. Et donc là, on prend des relais avec EMAS, avec le CCAS du coin, etc., pour assurer une veille. Sauf qu'à un moment donné, on était tellement au domicile qu'on n'était plus visible dans la rue. Donc on revenait à notre registre numéro 1, et on s'est dit, bah mince, on n'est plus visible et plus mobilisable comme on le devrait. Donc c'est pour ça qu'on est allé se doter, dans le slide suivant, d'un utilitaire que vous avez peut-être déjà vu déployer sur votre territoire. Voilà, l'utilitaire de médiation sociale. L'idée, c'est l'UMS. Et cet UMS, il peut se déployer, effectivement, il rend visible l'offre de médiation, en plus les 2 médiateurs sociaux qui vont, eux, marcher, aller au domicile. Là, on a 2 médiateurs nomades qui, parfois, viennent renforcer l'offre selon le territoire. Donc le camion, il n'est pas constamment à Quetigny, hein, il va tourner sur les 5 territoires, mais en gros, sur chaque journée, il va faire 2 points. Un point Fontaine-Douche, un point Chenauve aujourd'hui, demain, ça va être Quetigny-Longwy. Voilà. Par journée, il fait 2 points fixes et deux offres d'accueil inconditionnel. Cet utilitaire, il permet de rendre visible l'offre, mais surtout, il a un bureau sur l'espace arrière. Je ne sais pas si on peut... Non, on ne voit pas sur les 4 photos, là choisies, mais il a un espace bureau, une cuisine équipée. Ça permet de faire du social time avec les habitants en pied d'immeuble. On sort un thé à la menthe, on sort un café, on discute. Et on peut faire de l'accueil inconditionnel. Mais surtout derrière, on a un espace bureau. Et cet espace bureau, il est fait pour outiller le droit commun des autres. Parce qu'effectivement, il y a des besoins qui s'expriment parfois en pied d'immeuble ou sur vos territoires. Et puis des jeunes n'ont pas forcément une réponse de l'AMILO, n'ont pas forcément une réponse de notre partenaire. Et ben nous, l'idée d'avoir le bureau mobile, c'est de se dire, venez avec nous dans le bureau, à la rencontre des jeunes, à la rencontre des publics, pour répondre à leurs besoins. Donc là, on a déjà plusieurs conventions de passer avec Territoire Zéro Non-Recours, avec Infodroit, avec O2R, donc c'est de l'insertion professionnelle. Voilà, donc on a déjà 3-4 créatives le pli, on a les ambassadeurs du tri, voilà, on a 4-5 conventions où selon les sujets, on va venir pouvoir rapporter une réponse de proximité. Mais il nous manque encore d'autres partenaires à aiguiller, et donc les partenariats sont en cours de construction. J'ai rencontré les DG de la mission locale ou autres pour qu'on puisse venir aussi avec le délégué mission locale en pied d'immeuble à 19h, parce que c'est là qu'on va plutôt être efficient sur la prise de rendez-vous avec certains jeunes. Donc voilà, cet UMS, vous le voyez aussi déployé. Je vous l'ai dit, dans ce travail de porte-à-porte, il y a des fois des projets collectifs. Et donc effectivement, les actions collectives, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre pratique. Je vous ai mis un petit schéma, on va passer rapidement là-dessus. C'est vraiment pour que vous ayez une idée de toutes les thématiques qu'on va pouvoir approcher. On a le cadre de vie, l'habitat, l'appropriation des usages, l'accès au droit, la culture, des enjeux de cohésion sociale. Et on va, en tout cas, construire avec le partenaire ciblé ou pré-ciblé un process que vous avez là-haut, avec une conception d'un fiche, un courrier prévenant du passage de médiateur, soit par la ville, soit par le bailleur. Nous, on va aller afficher ou brouter dans les halls. À J-15, J-1, on va faire un porte-à-porte de manière un peu plus intensive. L'objectif, c'est de favoriser la participation citoyenne et d'avoir une mobilisation la plus massive possible. On le voit notamment sur les campagnes de désinsectisation. On a souvent des problèmes de taux d'ouverture de porte et on dit, mais si on ne fait pas toute la cage, de toute façon, les nuisibles vont revenir. Quand on le fait alors on ne l'a pas fait pour l'instant sur Quetigny, mais je vois sur le taux d'ouverture qu'on a eu à Longwy, on est à 98% d'ouverture quand le bailleur par le courrier seul va être à 40 ou 50%. Donc c'est vrai que cette offre de proximité, cet aller vers du quotidien, il fait qu'on a quand même un taux d'ouverture un peu plus fort. Donc voilà les projets qu'on peut faire. Et l'an dernier, je vous ai mis quelques projets qu'on a fait. On a pu déployer l'UMS à 22 reprises sur la rue Ronde, à 18 reprises sur le parc du Grand Chénier, à 11 reprises sur la place Camus et à 9 reprises sur la place centrale. Et vous avez quelques petits projets qu'on a pu faire, en tout cas sur l'année 2024. Et je sais que le chef de service, Jean-Marc Ilotto, en médiation sociale, est très en lien avec notamment Madame Laroche pour essayer de construire toutes les actions de 2025-2026 à venir.
Donc voilà sur la première partie de l'asso. Dans notre asso, il y a 41 salariés. Vous avez vraiment la moitié de médiateurs, la moitié d'éducateurs. Donc ça, c'était vraiment la partie médiation sociale. Est-ce que vous voulez rebondir sur la partie médiation sociale ou je finis le propos, monsieur le maire? Peut-être vous pourrez enchaîner effectivement sur la partie prévention et après on passera aux questions. Ok. Médiation sociale, donc je vous l'ai dit, on a ouvert en 2015-2016 la création de l'association, les bailleurs sociaux, les communes, ville de Quetigny, ville de Longwy, ville de Chenôve, ville de Dijon, Dijon Métropole. Et voici les 12 financeurs qui ont créé, entre guillemets, l'association avec cet objectif de médiation sociale. Et puis en 2020-2021, vous l'avez suivi politiquement, transfert de compétences, de certaines compétences du département à Dijon Métropole. Et dans ces compétences, il y avait une pléthore de compétences sociales qui étaient transférées, dont une dont le département était assez clair, en tout cas dans sa position, en disant celle-là, nous, c'est sûr, on la passera. C'est la prévention spécialisée. C'est effectivement un champ de la protection de l'enfance qui est très spécifique au quartier prioritaire de la ville. Donc on est vraiment sur du travail social pur et dur, protection de l'enfance. Et donc c'est vraiment une pratique qui s'est construite dans les années post-ordonnance de 45, où on s'était dit que de placer tous les mineurs qui pouvaient éventuellement faire des bêtises dans le quartier, dans des foyers, ne marchait pas forcément, et qu'il fallait construire des réponses sur le territoire vécu, avec le tissu partenarial, avec le tissu de la ville et avec les familles au sein du territoire. Donc c'est de là qu'est née la prévention spécialisée qui depuis a créé en tout cas une pratique professionnelle un peu plus étayée. Elle respecte 5 modalités au principe d'action. C'est une offre éducative en libre adhésion, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'une mesure à l'aide sociale à l'enfance ou autre, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas en tout cas de tiers judiciaire qui va venir poser une mesure. Et donc c'est-à-dire que l'habitant, le jeune, peut arrêter à tout moment, ressolliciter cet accompagnement quand il le veut. Et l'idée c'est de respecter cette temporalité de l'habitant. L'absence de mandat nominatif, c'est pareil, on n'est pas dans la transmission en tout cas de nom avec une obligation de faire ça, comme ça peut l'être dans un jugement du juge pour enfants qui va vous donner des droits, le par ses motifs, et qui va décrire ensuite ce qu'on doit faire. Là, on est vraiment dans la co-construction avec le public. L'anonymat, donc respect de l'anonymat. Donc quand on doit lever l'anonymat, forcément, c'est que on est dans l'article 40 et que le mineur est suffisamment en danger, et que là, on sort de notre secret professionnel, comme des professionnels de la protection de l'enfance doivent l'être, et protéger le public. La non-institutionnalisation des actions, ça c'est effectivement qu'on peut de manière palliative venir répondre à un besoin qui est manquant, mais la prévention spécialisée n'est pas là pour faire un club de boxe à la place d'un service des sports. La prévention spécialisée n'est pas là pour ça. Elle peut répondre temporairement et elle structure la réponse pour que derrière, soit le droit commun, soit l'associatif prennent du relais et elle redisparaît. Donc c'est pour ça qu'on n'institutionnalise pas nos pratiques. Le but du jeu c'est d'en ressortir. Et le travail partenariat. Parce que quand on est éducateur, qu'on est dans la rue ou qu'on est au sein de la famille, si on ne s'appuie pas sur des partenaires, éducation nationale, de l'insertion, la ville, si on ne s'appuie pas sur ces partenaires-là, on ne fait pas grand-chose quand même. Moi, je reste un éducateur, j'ai ma palabre, j'ai ma parole, j'ai ma pratique éducative, mais il me faut un peu d'outils. Donc du coup, ce partenariat, il est hyper important. Sur le territoire de Quetigny, aujourd'hui, c'est 81 jeunes qui sont connus et suivis par les... Donc vous avez un binôme d'éducateurs. Par ce binôme d'éducateurs, c'est 81 jeunes qui sont connus ou accompagnés. Vous avez la répartition des âges, avec une spécificité sur votre commune, c'est que nous avons un agrément métropolitain sur une tranche d'âge 9-16 ans. Sauf que vos besoins à vous, en tout cas sur la ville, et ça c'est le service jeunesse de la ville qui peut le dire et le mettre en avant, c'est vraiment cette tranche d'âge 16-18 ans où il y a énormément de besoins. Vous avez un éducateur interne à la commune avec qui on travaille, mais du coup qui a une file active ou un groupe de jeunes qui est suffisamment important pour qu'on puisse aller lui prêter main forte. Et donc c'est pour ça que vous avez une proportion, en tout cas sur la commune de 16-17 ans, qui est peut-être plus forte que sur les autres communes, parce qu'il y a cette spécificité chez vous. Répartition filles-garçons, voilà, 60% de garçons suivis, 40% de filles. Et puis une fois qu'on les rencontre dans la rue, qu'on leur propose cette offre, qu'ils la saisissent, il faut bien travailler les sujets qui sont les leurs. Vous avez ici, voilà, dans l'exemplaire qui papier aussi, vous le retrouverez, sera peut-être plus lisible, mais en gros la ventilation des besoins exprimés.
Donc on est quand même sur un besoin autour de 23% de scolarité, 23% de santé bien-être, 13% la famille. Donc ça, c'est vraiment la parole des jeunes. Quand on les rencontre, ils peuvent dire, moi, voilà, j'ai plutôt besoin que tu m'aides là-dessus, en tout cas. C'est là où moi, je trouve que ma vie, elle est en train de partir un petit peu en live. Et donc, on va aller agir sur l'accompagnement ici. Vous avez effectivement sur la gauche, par contre, comment on rencontre ces jeunes. Vous voyez qu'il y a quand même, sur la ville de Cutigny, 63% des rencontres qui ont été faites par le biais du partenariat. Donc là, avec le collège, nous, on a tissé un lien assez fort. Nos éducateurs ont une permanence au sein du collège. Ils peuvent siéger au GPDS, donc groupe de prévention du décrochage scolaire, pour essayer d'avoir les premiers signaux tout de suite, dès qu'on a une première absentéisme, des premiers signaux d'absentéisme, et essayer d'agir le plus en prévention possible. Et donc voilà un petit peu comment se répartit l'activité. Et je vous l'ai dit, voilà, il y a du partenariat. Vous voyez un petit peu sur les vingtaines de partenariats actifs sur le territoire, comment ils se répartissent dans le travail. On voit que l'EducNat prend 40% de notre temps, la collectivité 30%. Mais voilà, le partenariat essaie de se former autour de ces actions-là. Et puis le travail de l'éducateur, il va se ventiler à la fois sur des temps d'individuel, vous voyez à 60% du temps de travail sur des accompagnements individuels, mais aussi dans du travail de rue et aussi dans des actions collectives. Je vous ai mis juste quelques stats famille pour que vous ayez un peu une topographie de ce qu'on peut faire, une cartographie des familles, des types de familles qu'on va pouvoir toucher. Voilà, on pourrait imaginer que 70% du travail est sur des familles nombreuses, mais vous voyez, il y a aussi des pourcentages de 20% de familles avec un enfant. Par contre, on a 50% de travail sur les familles monoparentales. C'est vrai que là, on a des enjeux assez forts quand on est un parent isolé, pour réussir à conjuguer sa vie à soi d'insertion, de travail, et en même temps l'éducation de mon enfant ou de mes enfants. Des fois, on a besoin d'un petit peu de relais. Donc voilà sur les statistiques familles, en tout cas des foyers accompagnés. Je finis sur la prévention spécialisée, juste en évoquant quelques perspectives. Effectivement, je vous l'ai dit, la présence systémique sur les GPDS. Le deuxième point est quelque chose qui nous tient très à cœur, et c'est vraiment un enjeu fort, c'est de développer ce qu'on appelle les stages de remobilisation. À partir de 16 ans, vous avez quelque chose qui existe qui s'appelle les chantiers éducatifs. On peut mettre des mineurs effectivement sur des travaux de paysagers, sur des travaux de peinture. On peut les mettre sur des services, en tout cas de la ville, et ils vont faire un chantier éducatif. Ils vont être rémunérés pour ce chantier, ou en tout cas gratifiés d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ça, en termes d'insertion, de remobilisation, c'est intéressant. Sauf que nous, notre tranche d'âge est 9-16. Et la loi dit, les moins de 16, comment tu les fais bosser, quoi. Donc ces stages de remobilisation, c'est des conventions qui sont passées avec l'ensemble des collèges et l'ensemble de l'éducation nationale, surtout Dijon Métropole. Et donc nous, on peut aménager l'emploi du temps d'un mineur de 14 à 16 ans, venir au collège, l'extraire pendant une dizaine d'heures, s'il en a besoin, plutôt que de vriller au collège, on peut le confier à un éducateur. Et nous, on peut aller le mettre en stage. Donc on a des conventions passées avec Keolis, avec des boîtes qui travaillent dans les travaux viticoles vers Gevrey ou autres. Et on va mettre les jeunes dans une situation d'immersion professionnelle pendant une dizaine d'heures pour leur permettre de sortir un peu du champ scolaire et peut-être construire du sens là où ils n'en mettaient plus. Sauf que là, effectivement, aujourd'hui, on n'a que 4-5 conventions. L'idée, c'est d'en avoir une soixantaine parce que chaque jeune a son besoin. Des fois, on a besoin d'aller chercher un stage, je ne sais pas, sur du soin au corps avec quelqu'un qui va avoir une prothésiste ongulaire qui pourrait prendre une petiote ou autre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des travaux viticoles, de la peinture, des choses de ce style-là. Donc ça, il faut qu'on arrive à diversifier et à renforcer cette action-là. Le point 3 est aussi important, c'est-à-dire que cette année, il y a eu un appel à projet en préfecture. L'association y a répondu aussi. Et nous, on a fait une réponse qui s'appelle Chrysalide sur les conduites pré-prostitutionnelles mineures. Sujet dont, pour l'instant, Cutigny est le plus à l'abri des territoires que je travaille. Mais aujourd'hui, on a une trentaine de jeunes filles qui ont glissé soit un peu, soit qui sont vraiment dedans, de la prostitution mineure. Okay. Alors moi, je dirais même plus de la traite d'êtres humains, parce qu'elles ne sont pas forcément conscientes des enjeux. Elles sont mineures. Quand je vous dis mineures, on est entre 12 ans et 8 mois pour la plus jeune suivie aujourd'hui, et 16 ans et demi pour la plus âgée, en tout cas, parce qu'au-delà, en tout cas, normalement, on n'a plus l'habilité, nous, d'aller au-dessus de 16 ans. Mais on a un embrigadement, parce que c'est un renfort intéressant pour
une forme d'économie souterraine, d'aller instrumentaliser des fragilités chez des gamines, de les instrumentaliser et de les utiliser pour essayer d'aller chercher une autre forme d'économie souterraine. Et ça, c'est de la traite d'êtres humains, c'est pas de la prostitution. Donc ce sujet-là, on a répondu, on a remporté pas grand-chose, hein, c'était un tout petit appel à projet, il y a eu 9 000 € dans nos budgets dédiés à ça, donc c'est vraiment minime. On a pu trouver de l'art-thérapie, pouvoir proposer des stages à ces jeunes filles-là et les rémunérer. Et puis, du coup, travailler une offre de formation qui va être diligentée dans toutes les classes de 4e sur Dijon Métropole. Donc on a fait ça avec nos 9 000 € cette année, mais l'association, et là je vous regarde monsieur le maire, parce qu'on va en parler au conseil d'administration du prochain CA de l'ASSO, on va écrire et on va interpeller le préfet, le président du CD et le président de Dijon Métropole, parce que dans les pratiques qu'on découvre là, on est sur des pratiques mafieuses avec une violence quand même assez grave sur des jeunes filles mineures. Donc il faut forcément agir en responsabilité, donc on va interpeller les trois en tout cas dont j'ai cité les noms. Et puis donc un dernier sujet, on travaille aussi un partenariat étroit avec la PJJ, parce qu'il y a des sujets qui sont nôtres. Nous, on fait en sorte qu'ils ne glissent pas dans la délinquance, et eux, ils la gèrent une fois qu'ils ont glissé. Donc on va au moins co-travailler certaines formations, notamment une formation pour lutter contre l'implication des jeunes sur le trafic de stupéfiants, une autre formation sur les conduites pré-prostitutionnelles mineures, une troisième sur des jeux d'acteurs aussi, sur une dimension plutôt empathique et compétences psychosociales, et une formation qu'on va essayer de travailler avec la PJJ à destination des parents, parce que des fois on est un peu paumé quand son enfant commence à claquer les portes, à partir un peu comme il le veut du logement, et à rentrer quand il veut. Et comment on se positionne, quoi. Si je suis trop rude, je peux perdre le lien. Si je suis trop souple, on va dire que je fais rien. Et le parent, des fois, il est un peu démuni. Donc on va essayer de travailler avec la DIPJJ aussi, une formation vraiment à destination des parents qu'on proposera à l'interne du collège, hein, certainement sur les semaines autour des rentrées. Voilà, sur les deux services qui sont les nôtres, je finirai juste mon propos en vous disant que voilà, ça reste une asso fragile, budgétairement parlant. L'État avait mis effectivement une dotation qui s'appelait les bataillons de la prévention il y a 4 ans, qui nous permettait d'offrir cette réponse-là, en tout cas avec autant d'éducateurs que ça. Voilà, vous ne faites pas de dessin, vous avez vu les sujets nationaux au niveau des économies à réaliser sur l'ensemble des strates, et donc ces lignes-là ont disparu. Donc voilà, aujourd'hui, dans un BP qui va être présenté au conseil d'administration, c'est quasiment un quart du budget qui est manquant, pour 2026, pour fonctionner. Donc ça représente presque 13 ETP, soit de médiateurs, soit d'éducateurs, qui pourraient disparaître si, en tout cas, je ne trouve pas de solution à cette problématique. Voilà pour une lecture un peu exhaustive de ce qu'est l'ASSO et ce qu'on fait. Merci, Monsieur Fransonnet, pour cette présentation. Effectivement, vous le voyez, je veux saluer en tout cas l'ensemble des acteurs. Vous l'avez dit, c'est un travail de partenariat. Les élus sont mobilisés. Vous êtes présents à chaque CLSPD et c'est important effectivement de partager les informations. Là, c'est le partenariat avec le collège, vous l'avez signalé également, de façon à ne laisser aucun jeune en situation de difficulté en tout cas, et avec des interventions, la santé mentale de plus en plus, la santé d'une manière générale, et les financements, effectivement, je ne refais pas l'histoire, mais il faut reconnaître que le département nous avait laissé quand même un budget prévention qu'il avait quand même beaucoup asséché, et ça a été aussi une des premières contraintes, en tout cas des difficultés, mais j'entends effectivement aujourd'hui ces difficultés. Les bataillons, vous en avez parlé. Le préfet précédent nous avait garanti pour 2024-2025, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie pour la suite. Vous avez entendu parler de visite de courtoisie, vous avez entendu parler de médiation nomade, de partenaires, d'offres de proximité et bien d'autres. Je vous laisse maintenant échanger, en tout cas, avec M. Fransonnet sur les questions, évidemment, que vous souhaitez.
Madame Dos Santos. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour cette présentation. Moi, j'avais juste une question concernant la partie médiation sociale et prévention spécialisée, si on pouvait avoir les rapports d'activité, parce qu'il me semble que je ne les ai pas trouvés dans les comptes rendus de conseil ou en commission, pour avoir une idée de ce qui s'est fait déjà depuis 2022, 2023, 2024. On vous les communiquera. Non, peut-être, j'ai essayé de tout regarder, j'ai rien trouvé, donc si on peut juste les avoir pour lecture. Merci. D'autres interventions? Monsieur Taïbi. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Fortuné, pour cette présentation. J'avais la même question que madame de Santos, donc c'est d'avoir les éléments, si c'est possible, nous les communiquer dès que possible. Mais plus globalement, j'ai une question à laquelle vous avez partiellement répondu, parce que par manque de temps, évidemment, c'est nous faire une photo un peu plus précise sur les particularités de notre commune par rapport aux autres communes. Vous en avez déjà dit au moins deux, moi j'ai noté en tout cas au moins 2 particularités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, me livrer à une analyse sociologique et démographique. Sommes-nous différents? Non, mais je suis en train de réfléchir dans les caractéristiques qu'on peut nous voir. Dans les 5 territoires, vous avez en tout cas l'offre de services en droit commun qui est la plus lisible, qui est la plus claire, ça sur en tout cas les 5 territoires qu'on travaille. Et ça, c'est quelque chose dont la ville peut être fière, parce que franchement, c'est pas simple. On est nombreux à agir sur bien des sujets, et donc du coup, de pouvoir proposer quelque chose d'un peu lisible, un peu recentré, est vraiment un bel exercice. Donc ça, en tout cas, c'est quelque chose, vraiment une spécificité sur... J'étais en train de réfléchir peut-être sur la dynamique de vivre ensemble. On n'est pas dans des quartiers où il n'y a aucune dynamique résidentielle, mais il y a une dynamique résidentielle à accompagner. Ce qu'on appelle dynamique résidentielle, c'est quoi? C'est effectivement, vous avez des analyses un peu sociaux qui sont sorties sur mon sentiment de sécurité ou d'insécurité, où il est. Et c'est vrai qu'avant, le sentiment d'insécurité, il était... à l'autre bout du quartier, il s'est revenu à la rue, il est revenu à l'immeuble, puis aujourd'hui, le sentiment de sécurité, il est au logement. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que l'habitant, il se sent que bien chez lui. Et donc, du coup, ça, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'on a quand même sur la ville des habitants qui vont usiter des places, des parcs, donc qui ont quand même un sentiment de sécurité qui va un peu plus loin que leur logement. Là où je vais avoir peut-être plus ça sur le territoire, par exemple des Grésilles, où je vais avoir des choses beaucoup plus massives sur ce repli résidentiel, quoi. Quand on va les chercher, soit en porte-à-porte, soit avec l'UMS, soit en projet, on a quand même pas mal d'habitants moteurs qui ont envie, et ça c'est assez chouette sur votre commune aussi. La spécificité sur la tranche d'âge Prèves, où là effectivement vos besoins ils sont davantage sur les 15-18, moins sur la petite enfance, parce que vous avez un PRE qui est assez doté, vous avez un service action jeunesse qui est assez développé, on a la passerelle qui a une prévention sociale assez qualitative, et donc du coup tout ça fait que les besoins sur les 9-14 sont moins forts que sur d'autres communes, où on va être un peu dans des no man's land. Et on le voit typiquement sur des territoires comme Dijon, sur les Grésilles ou Fontaine-Douche, le fait que certains services soient centralisés au centre de Dijon, les habitants, c'est trop loin pour eux, donc ils ne vont pas aller mobiliser ce qui existe. Vous, on a au moins ça ici en tout cas. Après, il faudrait que je fasse vraiment des analyses de famille ou autre. Il me faudrait un petit peu de temps pour le faire, mais peut-être dans un bilan d'activité futur, préciser davantage ces dimensions-là. Merci, monsieur Françonnet. D'autres interventions? Eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, il nous reste à vous remercier pour votre à vous. participation et à continuer la qualité de cette relation. Et effectivement, c'est une relation qui est permanente, qui est nécessaire, bien sûr, mais qui est permanente. Et il est important que la fluidité et la transmission, les échanges se fassent dans les meilleurs délais, bien sûr, et dans les structures et organisations faites.
je vais laisser la parole donc à notre collègue Catherine Gauzy, donc pour la convention pluriannuelle 25-26-27 de partenariat et de participation financière entre l'association Médiation et Prévention Dijon Métropole et la ville de Quetigny pour la partie médiation sociale. Merci Monsieur le maire. Alors, sur le volet de la médiation, donc, je tiens à souligner notre bon partenariat avec la NPDM qui est présente lors de nos comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ainsi que lors des comités opérationnels sur des problématiques de logement, de nuisances, de conflits de voisinage ou d'accompagnement social vers l'accès aux droits. Nous organisons en partenariat avec la MPDM des pieds d'immeubles avec des citoyens pour évoquer les relations avec le bailleur social ou des thématiques comme l'emploi et le non-recours aux droits. La NPDM participe également au temps de convivialité organisé par la ville, notamment au cœur du quartier prioritaire de la ville. Afin de poursuivre ce partenariat, il convient d'adopter une nouvelle convention pluriannuelle pour les années 2025, 2026 et 2027. Le montant de cette participation financière de la commune de Quetigny est inscrit au budget à hauteur de 40 040 € pour l'année 2025. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention pluriannuelle de partenariat et de participation financière entre l'association Médiation et Prévention Dijon Métropole et la commune de Quetigny, portant sur la médiation sociale pour les années 2025, 2026 et 2027, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pluriannuelle de partenariat et de participation financière que vous avez jointe en annexe 1, d'approuver le versement à l'association MPDM d'une subvention annuelle à hauteur des montants prévus à l'article 4 de la convention suscitée, soit 40 040 €, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision et signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, donc je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et le rapport numéro 3 concerne donc la partie prévention spécialisée et c'est notre collègue Moulet-Gélal qui nous le présente. Merci Monsieur le maire. Vous l'aurez compris, la prévention spécialisée fait partie de l'ADN de notre commune et c'est tout naturellement que nous avons contractualisé et lancé un partenariat avec la MPDM. La question ce soir, c'est de prolonger à nouveau pour 2025, c'est de signer la convention 2025, nous liant à la MPDM, avec pour mission principale, et vous l'aurez bien compris avec la présentation du directeur précédemment, c'est la lutte contre toute forme de décrochage, décrochage scolaire, décrochage familial. Et donc c'est un travail étroit qui doit être mené entre les services municipaux et qui est mené entre les services municipaux et la MPDM. Condition indispensable pour la réussite et le partenariat avec l'éducation nationale et en particulier avec le collège Jean Rostand. Très prochainement d'ailleurs, nous mettrons un partenariat tripartite à MPDM, ville et collège en place dès le mois d'octobre sur les mesures de responsabilisation pour des jeunes qui sont en difficulté ou en rupture ou à la limite du décrochage, pour les remobiliser sur des parcours individuels. Et donc voilà, c'est un travail d'orfèvrerie de tous les instants, d'anonymat aussi, mais il nous faut obligatoirement impliquer les parents, les associés à chaque fois dans la réussite du dispositif. Voilà, donc en fait, tout naturellement, il vous est proposé d'adopter la convention 2025 de partenariat et de participation financière entre l'association Médiation et Prévention Dijon Métropole et la commune de Quetigny portant sur la prévention spécialisée jointe en annexe 2, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention susvisée, d'autoriser le versement à l'association Médiation et Prévention Dijon Métropole d'une subvention à hauteur de 40 000 € conformément à l'article 4 de la convention, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci. Monsieur Manolian. C'est juste une question, par curiosité, je dirais, mais ça, c'est pas négligeable. Comment est déterminée la somme de 40 000 €, de 40 040 pour
le contrat précédent. Alors, comme il a été dit, il y a une participation évidemment de la MPDM, hein, et après il y a une participation des communes. Je ne me rappelle plus exactement la clé de répartition, mais c'est dans le cadre de, j'imagine, des... non, je ne sais plus. Oui. Donc, effectivement, tout le monde participe pour la même somme. Toutes les communes. Oui. Et quelle que soit leur taille, quelle que soit leur... Non. Ah non. Dijon plus cher, Chenauve également, je crois. Oui. Et sinon, Longwy, Quetigny. D'accord. Et c'est une... comment dire, les gens se mettent d'accord au moment de faire la Oui. convention. Mm. D'accord. Non. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer au rapport numéro 4 qui concerne un public beaucoup plus jeune, puisque notre collègue Moulet-Gélal nous présente l'avis préalable de la ville à un projet de création d'une crèche collective de type micro-crèche portée par la SAS Manae. Oui, depuis le 1er janvier 2025, le législateur a décidé de confier l'autorité politique de la petite enfance aux collectivités territoriales, donc que sont les communes. Donc depuis le 1er janvier 2025, c'est le maire qui a autorité quant à délivrer un avis sur la création, l'installation ou pas sur sa commune d'une micro-crèche privée ou d'une crèche privée. Reste que le département reste l'autorité, on va dire, légale de contrôle en termes de politique de la prévention et de la protection de la petite enfance, mais le département ne se prononce pas ou n'instruit pas les dossiers tant que la commune n'a pas délivré un avis, favorable ou défavorable, qui doit être à chaque fois motivé et ne pas pouvoir souffrir d'un éventuel recours d'un concurrent ou d'un habitant. Nous avons discuté lors de la commission municipale action éducative de 6 critères que nous avons évoqués et proposés à la validation de la commission municipale qui a émis un avis favorable sur ces critères. Il vous est donc proposé de proposer une diversification de l'offre de la petite enfance avec la limite. La limite, c'est de ne pas augmenter, de ne pas dépasser 2 micro-crèches, c'est-à-dire une micro-crèche, c'est 12 places, de limiter à 2 micro-crèches pour le moment. Si le taux de natalité repartait de manière impressionnante sur le territoire national et donc à Quetigny, nous serons en mesure à un moment donné de réfléchir à ce sujet-là. Mais pour le moment, c'est de proposer aux familles une offre diversifiée de politique en termes d'accueil petite enfance. Nous avons deux structures, on va dire... une structure municipale à 48 places et une structure associative à 12 places, ce qui correspond à 60 places en accueil public, parce que je rappelle que l'association Les Moussaillons est financée par la ville, et donc nous sommes sur une tarification sociale et inclusive, puisque c'est la caisse d'allocation familiale qui fixe les tarifs, ce qui n'est pas le cas pour les micro-crèches. Voilà, qu'on se l'entende. Donc il vous est proposé ce soir d'émettre un avis favorable quant à la création d'une micro-crèche Manae sur le territoire de Quetigny, d'autoriser le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Des demandes d'intervention, Monsieur Emmanuel-Lion. Oui, on nous présente, j'ai un peu en avance, mais 2 projets de micro-crèche, donc je vais parler pour les 2. Hein. Les services de la petite enfance sont un service public reconnu comme tel. Et on se plaint à juste titre de la diminution des services publics. Mais avec ces projets, on favorise le privé. Quand on sait que la commune n'a probablement pas la capacité de développer des micro-crèches, mais on pourrait penser que ce serait dans les compétences de la métropole de développer une politique publique de la petite enfance qui prendrait en charge la création et la gestion de ces micro-crèches. Ou éventuellement associatifs, mais... c'est pourquoi, bien conscient du besoin, mais en refusant de soutenir le secteur privé, dont les difficultés dans la prise en charge des enfants ont fait la une des journaux récemment, nous nous abstiendrons.
Si je peux me permettre, il y a un observatoire de la petite enfance au niveau de la métropole qui s'est mis en place. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, le législateur a déclaré en gros que la compétence petite enfance revenait aux collectivités locales, donc aux communes et donc aux métropoles pour ce qui nous concerne. Sauf que nous, on rattrape en fait l'insuffisance de nos gouvernants qui a décidé en quelques mois de confier cette compétence-là. Les services métropolitains et les services municipaux sont déjà à l'œuvre concernant une réflexion métropolitaine sur la petite enfance, mais il faut du temps. Janvier, c'est confié aux collectivités. Le décret d'application est arrivé en mars 2025. Voilà, donc la responsabilité, nous prenons notre responsabilité quant à agir efficacement. Il n'y a pas compétition entre le public et le privé, c'est simplement permettre une offre. La ville ne finance en aucun cas le privé, l'installation de ces micro-crèches. Elle permet juste cette installation et de permettre aux familles d'avoir une offre diversifiée sur le territoire. Je pense que Quetigny, je tiens à le rappeler quand même, la première crèche à l'échelle du département était à Quetigny. Historiquement, la maison de l'enfant Maria Montessori. Non, mais c'est pour dire que l'accueil de la petite enfance est dans notre ADN et qu'il n'est pas question de le marchander. On n'a pas le droit non plus d'interdire l'installation d'une crèche, mais il faut le motiver pour l'interdire. Et d'autre part, il y a ce point de vigilance sur les ogres qui sont là pour faire de l'argent au détriment de la qualité d'accueil. Et il y a un livre qui a été écrit, qui a été publié il y a quelques mois, très intéressant à ce sujet-là, et c'est notre souci permanent. Et on sera attentif quant à accompagner et à travailler avec ces micro-crèches. Si elles s'installent, elles vont jusqu'au bout de leur projet d'installation à Quetigny. C'est un point de vigilance. C'est un sujet évidemment très important, et en plus quand on parle de 60 lits, c'est beaucoup plus d'enfants accueillis, puisque ce n'est pas 60 enfants qui sont accueillis tous les jours, donc ça répond à un besoin de plus de familles. Moulet l'a rappelé, nous ne sommes pas dans une phase, et nous l'avons vu avec les logements que nous avons construits, s'ils sont tous occupés, pour autant, il n'y a pas autant d'enfants que l'on aurait souhaité, puisque l'éducation nationale continue à fermer des classes, et là on ne le maîtrise pas. Donc s'il y a des besoins supplémentaires, il y aura des crèches supplémentaires, mais c'est ce qui est important aussi, c'est la complémentarité des modes de garde. Et cette complémentarité des besoins en collectif sont importants, effectivement. Il faut être vigilant. En tout cas, là, Moulet a tout dit. Je veux dire, ça nous est tombé dessus au 1er janvier de cette année. On fait face à nos responsabilités. La ville, est-il besoin de rappeler, nous avons une crèche de 48 lits qui est toute neuve, qui fonctionne bien avec des professionnels de qualité. Et donc, nous continuerons en tout cas dans notre rôle, mais chacun dans son rôle. Sur ce projet, y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, donc de s'abstenir, 2 abstentions. Projet adopté. Je vous remercie. La même chose pour la Belle-Vie. Voilà, la même chose, hein, c'est la même délibération, sauf que la société, c'est La Belle Vie, qui a déjà l'expérience de 3 micro-crèches sur la métropole, sur Dijon en particulier. Ils ont une expérience et une expertise. Donc il vous est proposé d'émettre un avis favorable à la demande de création de la micro-crèche La Belle Vie et d'autoriser le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Je soumets directement au vote, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, 2 abstentions. Je vous remercie. Rapport numéro 6, c'est notre collègue toujours Moulet-Gélal qui nous le présente, c'est la tarification sociale des cantines, ma cantine à 1 €. Alors, si je peux me permettre, en fait, rien de nouveau. On ne modifie pas la tarification des restaurants scolaires à Quetigny. Nous les avons votés avec un taux d'effort et un QF, quotient familial, mis en place il y a quelques années. C'est simplement reprendre une délibération pour affirmer que nous pratiquons en fait une tarification à 1 € dans les restaurants scolaires de la ville, afin de pouvoir en fait prétendre
afin de pouvoir être éligibles au dispositif les communes de moins de 10 000 habitants qui perçoivent la dotation de solidarité rurale, ce qui est notre cas de péréquation, et qui instaurent une grille tarifaire progressive dans les cantines de leur école primaire. Donc l'aide financière accordée dans ce cadre-là s'élève à 3 € par repas et elle monte à 4 €, donc 1 € ajouté si nous nous rapprochons de l'application de la loi Egalim, ce qui est notre cas aussi. Donc l'objectif, c'est d'aller émarger et solliciter cette subvention, cette participation financière à hauteur de 4 € par repas qui sera facturé 1 € à la famille. Merci. Des repas de qualité pour les enfants, parce que la réalité d'un repas équilibré est toujours plus que jamais d'actualité. Monsieur Taïbi. Évidemment, on approuve. Mais juste une question par rapport à des éléments dont je n'ai pas vérifié. Mais apparemment, il y a certaines familles qui ont signalé des portions parfois insuffisantes dans les repas. Qu'en est-il concrètement ? Et si le problème a été constaté, avéré, y a-t-il des solutions de mise en place ou envisagées ? Alors, ces remarques, elles étaient vraies il y a 1 an lors de la mise en place du nouveau marché public de la restauration scolaire. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Tous les parents ou les représentants de parents d'élèves qui ont fait remarquer cette situation en conseil d'école ont été reçus dans tous les restaurants scolaires pour vérifier comment cela fonctionnait. Nous avons eu un temps de calage avec le prestataire sur le grammage, mais il faut savoir que le grammage est surveillé par un diététicien professionnel de notre fournisseur et que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Il a fallu du temps puisque c'était un nouveau marché métropolitain qui s'est mis en place à la rentrée 2024. Et depuis on va dire début 2025, nous n'avons plus aucun souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, peut-être remarquer qu'il y a du rab tous les jours, et donc si les enfants avaient encore faim, oui, parce que le but, c'est pas de gaspiller non plus. Voilà. Ben voilà. C'est aussi la conséquence. C'est pour ça d'ailleurs, et Moulet pourrait en parler, les selfs, on met en place. Un premier self a été mis en place, c'est aussi ce rapport aux déchets, mais les enfants, évidemment, mangent à satiété. Et si je peux me permettre, on touche aussi un sujet délicat, c'est celui de l'éducation alimentaire et l'éducation au goût. Donc c'est aussi tout un travail fragile et sensible qui est mené par les personnels municipaux dans les restaurants scolaires. Et ça doit se faire aussi en lien avec les familles. Quand un enfant est habitué à manger des féculents, des chips, des pizzas, eh bien c'est vrai que lorsqu'on sert des lentilles, ça passe un peu plus difficilement. Donc c'est tout un travail de dégustation et d'apprentissage, et c'est le rôle aussi de la collectivité. Monsieur Quinquer. Alors, concernant la cantine, avant, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est bien un dispositif de l'État, à l'origine de l'État, et on va être compensé à 4 €, c'est ça ? D'accord. Alors, je ne vous cache pas, c'est une petite parenthèse, j'ai été surpris, donc ça vient bien de l'État. J'ai été surpris il y a quelques semaines, voire pas loin de quelques mois maintenant, c'était avant les vacances, des affiches estampillées de votre parti, comme quoi vous mettiez la cantine à 1 € alors que c'est un dispositif de l'État. Oui, sur les colonnes Maurice, etc. Mais c'est juste une petite anecdote. Par contre, je vais revenir donc sur la cantine, bien sûr. Nous aussi... Oui, on a des photos à l'appui. Oui, non, mais tout à fait. Voilà. Non, on aurait pu mettre des repas à 6 €, 8 €, mais c'était 1 €. Mais 1 €, C'est une mais volonté. c'est pas votre volonté, c'est grâce à l'aide de l'État. Non, parce qu'on l'a fait avant. Oui, Bon. Ah oui, non, c'était avant. Alors, on revient là-dessus. Donc on est bien entendu favorable à la mise en place de ce dispositif. Tout ce qui peut soutenir les familles dans l'accès à l'alimentation d'une qualité est positif. C'est pourquoi nous voterons pour cette mesure. Puisque nous évoquons la cantine scolaire, nous souhaiterions aussi attirer votre attention sur différents points. 2 en particulier. La qualité et la complétude des repas. Encore cette année, il y a des parents qui se plaignent. Donc ça fait depuis 2 ans que vous avez pris la décision de retirer aussi certaines composantes des repas servis à nos enfants.
Et pourtant, vous le répétez souvent, et vous venez de le faire, pour certains enfants, le repas de la cantine est le seul repas équilibré de leur journée. Comment alors parler de repas équilibré quand on supprime une partie essentielle du menu ? Les conséquences sont très concrètes. Des enfants qui rentrent chez eux le ventre vide. Une baisse de concentration. Je me permets, hein, parce que sincèrement, des fois j'entends des choses et moi je me tais, je ne sais pas, c'est une question de respect. Alors, une baisse de concentration en classe l'après-midi avec plus d'irritation et un déséquilibre alimentaire qui affectera sûrement leur croissance. Un enfant qui a faim n'apprend pas, un enfant qui a faim ne progresse pas, un enfant qui a faim, c'est un échec collectif. Pendant ce temps, d'autres communes comme Dijon, que vous prenez très souvent en exemple, ont fait le choix, preuve à l'appui, on peut vous les montrer dans quelques minutes, de ne pas retirer la quantité, de ne pas réduire la qualité des menus. Nous pensons qu'un dispositif comme Ma Cantine à 1 € n'aura de sens que si, parallèlement, nous garantissons des repas complets, équilibrés et conformes aux recommandations nutritionnelles. Deuxième point, c'est sur la tarification et ses effets. Le principe de solidarité est juste. Il est normal que ceux qui ont les moyens contribuent davantage pour soutenir les plus modestes. Mais dans les faits, le système actuel pèse de plus en plus lourd sur certaines familles. Des parents nous disent très clairement qu'ils se retrouvent en difficulté financière en fin de mois, en partie à cause de la facture de cantine. Ce système, en l'état, ne réduit pas la pauvreté, il en crée de nouvelles. Des familles qui s'en sortaient jusque-là basculent dans des difficultés simplement à cause de ce poste de dépense. Quand la cantine devient un fardeau, ce n'est plus un service public, c'est une injustice. Nous vous proposons donc des pistes à explorer. Nous voterons bien sûr le dispositif, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Il faut réévaluer le barème de prix afin d'éviter les effets de seuil, écart de prix trop important entre deux tranches proches. Mettre en place des aides ciblées, subventions directes ou bons alimentaires pour les familles en difficulté ponctuelle. Créer un fonds de solidarité municipale ou scolaire qui permettrait d'agir rapidement dans les cas d'urgence. Et enfin, renforcer la coopération avec la CAF pour que le soutien arrive automatiquement aux familles éligibles sans complexité administrative. Le vrai courage, ce n'est pas d'annoncer une mesure, c'est d'assurer qu'elle marche pour tout le monde. En conclusion, oui au 1 € à la cantine, car il s'agit d'un dispositif utile, mais vigilant sur la réalité des repas servis. Pas de coupe dans l'assiette, pas de repas incomplet pour nos enfants. Vigilance aussi sur la tarification. Ne créons pas de nouveaux pauvres par le biais d'un système mal calibré. Pas de coupe dans l'assiette, pas d'injustice dans les tarifs. Notre objectif doit être simple, garantir à tous les enfants de Quetigny une alimentation saine, équilibrée et suffisante, sans mettre les familles en difficulté. Merci. Je vais laisser notre collègue Moulet répondre parce que visiblement, je pense que vous ne connaissez pas bien le dossier. Il n'y a pas d'effet de seuil avec le taux d'effort. Il n'y a pas d'effet de seuil. Et à Quetigny, je puis vous garantir qu'il n'y a aucun enfant qui ne peut déjeuner dans les restaurants scolaires s'il y a des difficultés dans la famille. On a des aides, il y a tout un système d'accompagnement. Mais je laisse. Alors, Moulet va vous le dire, mais le tarif à 1 €, comme il vous a été dit, c'est pas, on ne le met pas en place aujourd'hui, c'était déjà en place avant. On vous a dit pourquoi on repassait cette délibération. Moulet. Oui, décidément, j'ai l'impression que vous commencez tôt la campagne électorale. Moi, comme je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons voté la tarification il y a 3 ans. Il y a 3 ans, nous avions voté la tarification en redonnant du pouvoir d'achat. Et rappelez-vous, vous aviez fait une intervention en disant merci la municipalité, puisque nous avions agi sur la tarification pour que ceux qui étaient hors tout, c'est-à-dire qui payaient tout et qui n'avaient droit à rien, puissent bénéficier d'une tarification beaucoup plus intéressante. C'est ce que nous avons fait il y a 3 ans. Monsieur Quinquer, c'est bien dommage d'utiliser une simple délibération pour aller chercher juste un cofinancement. Un cofinancement, c'est pas on modifie la tarification. Mais il y a une différence entre vous et moi, il y a les diseux et les faiseux. Et nous faisons. Vous avez fait une déclaration,
très bien, mais en même temps, ça ne change rien à la réalité. Laisser entendre que des enfants à Quetigny sont affamés après le restaurant scolaire, c'est ce que vous avez dit. Un enfant qui a le ventre vide n'apprend pas et ainsi de suite. C'est une hérésie, c'est un mensonge. Et je ne vous laisserai pas le droit de tenir ce type de propos dans cette assemblée. J'ai toujours invité, les parents d'élèves nous ont accompagnés dans les restaurants scolaires, dans toutes les écoles. Ils ont été manger avec nous dans les restaurants scolaires, les représentants de parents d'élèves. Parce que c'est aussi ça d'être dans une démocratie. J'invite les représentants de parents d'élèves, je ne peux pas inviter tous les parents d'élèves. Et ils sont venus et ils ont fait un retour. Ils sont satisfaits, ils ont vu la quantité, les quantités sont là, la qualité est là. Nous n'avons jamais renié sur la qualité. Et je rappelle encore une fois, les tarifs de la restauration scolaire ont augmenté 2 fois consécutivement en 1 an. Jamais la ville n'a répercuté ces augmentations, elle les a pris en charge sur le budget collectif. Ça aussi, c'est une réalité pour éviter de peser sur le budget des citoyens. Derrière, il y a des aides, il y a des accompagnements sociaux pour éviter qu'un enfant soit privé d'un repas au restaurant scolaire. Donc voilà, et personne ne paye un tarif élevé. Le coût réel, c'est 13 €. Le coût réel, c'est 13 € par repas par enfant. Le maximum, c'est 8 €. Alors, entendez-le, 6,50 même. Vous voyez, 8 € c'est pour les extérieurs, plus 30%. Oui, quand on est extérieur, c'est normal qu'on paye un peu plus cher. Maëlys. Je me permets, après, je vous inviterai à rencontrer peut-être les parents qui sont venus me voir. Ce n'est pas forcément des personnes, justement, qui mangent du trash food tous les jours, etc. Ce sont aussi des personnes qui sont aussi sensées, qui ont une alimentation saine, qui bougent, dont des familles très sportives, d'ailleurs. Donc, voilà, ce que je veux dire, on ne peut pas négliger aussi les paroles de certains parents qui ne viennent pas vous voir. Et quand je reviens, effectivement, sur la tarification, à un moment, peut-être, penser effectivement un peu plus à cette catégorie de personnes, vous savez, de classe moyenne basse, vous-même vous en avez parlé, qui devient pauvre aujourd'hui. Il n'y a pas que la cantine. Aujourd'hui, ils payent tout, pour tout, partout, plein pot, et ça pèse très lourd, et eux n'auront pas le droit aux aides que vous parlez tout à l'heure. Sur la... Oui, Madame Dos Santos, je vous en prie. Moi, j'ai juste une question, parce que vous aviez instauré la cantine à 1 €. Quid de ces 4 € par repas? Vous allez les dispatcher où et à quoi? Il retombe dans le budget général. Mais après, ça permet de traduire des politiques que l'on met en direction des familles, sur la tarification, sur... Je voulais vous dire, les repas servis à Quetigny sont les mêmes que ceux qui sont servis à Fontaine, Fontaine, Marsanais. Il y a un ensemble de communes de Saint-Apollinaire, de la métropole, qui ont le même prestataire. Et c'est nouveau pour certaines communes. Penser que Saint-Apollinaire a adhéré à ce marché, à l'origine, il y a 10 ans, c'était même pas imaginable. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une volonté, en tout cas, de travailler, ça a été dit, sur la restauration des scolaires,
en y intégrant des produits de qualité, bio. Enfin, c'est vraiment une préoccupation. Et ces repas de qualité doivent être accessibles, évidemment, au plus grand nombre. Et ça, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on traduit dans les fêtes. C'est vraiment un effort important pour la commune. La prestation, c'est la société DESI qui fournit les repas, c'est 330 000 €. Les animateurs, parce qu'il y a tout l'accompagnement, les animateurs, c'est 161 000 €. Les ATSEM, le midi, 46 000. Ça donne un ensemble de 500 000 €. Donc, c'est vraiment un effort conséquent. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a décidé, c'est cette volonté politique de la ville, mais depuis des années. Cette idée du repas, au moins un repas équilibré pour les enfants, Roger Raymond le disait déjà. Donc vous voyez, on n'a pas inventé non plus ce qui existe déjà. Je soumets à votre approbation sur cette délibération, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 7, c'est la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public en matière d'élimination des déchets pour l'année 2024. Et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui s'y colle. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, j'espère que vous avez tous lu ce superbe rapport qui fait 63 pages, avec beaucoup de tableaux. Ça facilite la lecture, mais le réduire en moins d'une page, ça va être compliqué. Donc si j'ai fait quelques oublis, vous m'excuserez. Donc comme vous savez, le Géométropole dispose des compétences prévention, tri, collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages de ses 23 communes membres. Chaque année, un rapport sur le prix et la qualité du service est rendu public. Nous pouvons retenir de ce dernier que pour l'année 2024, 83 382 tonnes de déchets ménagers ont été collectées. Si une baisse globale depuis 2010 est à souligner, une légère hausse en 2024 par rapport à 2003 s'explique par l'augmentation des déchets recyclables et les déchets alimentaires. La production de déchets ménagers par habitant a quant à elle diminué, passant de 313 kg à 308 kg par habitant, donc toujours à la même période, depuis 2010. Et je rappelle que la moyenne nationale est à 352 kg. Les travaux d'amélioration de la performance de l'unité de valorisation énergétique se poursuivent afin de réduire la consommation en eau et en gaz. Le coût total du projet s'élève à 183 millions jusqu'en 2031. Les travaux engagés ont contribué à partir de 2020 à augmenter la production de chaleur et donc à faire évoluer nettement le taux de valorisation énergétique des déchets produits. Notre capacité de valorisation énergétique est de 140 000 tonnes par an. Donc là, ça nous donne une large par rapport aux 83 000 qu'on a vu tout à l'heure. Cette production permet notamment d'alimenter le réseau de chaleur urbain auquel est raccordée la ville de Quetigny. Des travaux ont d'ailleurs démarré à Fontaine-Village, pour ceux qui ont vu ces travaux démarrer, pour raccorder les logements de CDC Habitat tout en haut du Suchot. Donc ça permettra d'améliorer le confort des habitants et de réduire les factures. En 2024, 150 gigawattheures de chaleur ont été livrés au réseau de chaleur urbain, soit le besoin en chauffage de 14 000 logements. Par ailleurs, l'unité de valorisation énergétique est également un formidable outil d'insertion par l'activité économique. Plus de 48 000 heures d'insertion ont été réalisées par les personnes éloignées de l'emploi. Sur la collecte des biodéchets, la métropole est passée de 56 bornes de tri collective à 306, augmentant de plus de 180 tonnes les biodéchets collectés. À Quetigny, c'est 36 bornes de biodéchets. Depuis le début de la collecte, plus de 58 tonnes ont été collectées. La ville a par ailleurs installé 4 composteurs dans les groupes scolaires et à la grande crèche Marie Montessori, permettant ainsi d'alimenter les jardins partagés de ces écoles. Je rappelle qu'il y en a d'autres, il y a le Grand Chénier, il y a Jules Lambert, il y a la rue Ronde, etc., où il y a d'autres collecteurs. Je profite également de ce rapport pour rappeler que notre ville dispose d'une déchetterie métropolitaine.
ça a été la première sur l'agglomération, sous l'époque de M. Vouillot, et qu'elle s'engage dans la lutte contre les dépôts sauvages en appliquant des amendes aux auteurs des dépôts lorsque cela est possible. Le dépôt sauvage est un vrai fléau pour notre ville. Depuis l'année dernière, nous organisons également en partenariat avec les ambassadeurs du tri et CDC Habitat des chantiers éducatifs pour mobiliser les habitants sur la gestion des encombrants. Une prochaine campagne de résidence propre aura lieu le 29 octobre sur le quartier du Pré-Bourgeot pour désencombrer les garages, les balcons et les communs. Donc le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas, Dijon Métropole œuvre également à des actions de sensibilisation et de valorisation du réemploi. Pour faire court, voilà. Merci. Effectivement, c'est un document vraiment important, d'ailleurs, qui va dans le détail, puisqu'on peut je le cherchais, mais je ne le retrouve pas. On y voit les Quetigny, en tout cas, ce qui concerne ça. C'est en annexe, je ne l'ai pas retrouvé. Mais c'est détaillé. On a des professionnels à la métropole pour ces dossiers-là vraiment de haut niveau. Vous avez vu effectivement des travaux sur le bassin de rétention côté boulevard de l'Europe. Alors en plus, il pleut. Malheureusement, je crains que notre bassin de rétention, enfin les abords soient très dégradés, mais bien sûr, ils vont le remettre en gazon, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que suite aux échanges que l'on a pu avoir avec CDC et l'accompagnement technique, CDC enfin les immeubles en haut de Fontaine Village qui ont pu poser des difficultés en termes de chauffage parce que les chaudières sont tombées en panne, eh bien, vont être accordées à ce réseau de chauffage, ce qui devrait diminuer les coûts de chauffe et en tout cas assurer une sécurité par rapport au chauffage. Donc ça, c'est une réalité. C'est une réalité aussi de travailler, de continuer à travailler. D'ailleurs, on le voit, nos bacs gris, je pense qu'on peut le partager, le constat, sont beaucoup moins remplis. Les bacs jaunes, certainement plus. Mais aujourd'hui, nous avons deux tournées de bacs gris dans la semaine. Peut-être qu'il y a une réflexion, je vous la livre, se poser la question, y a-t-il besoin encore de deux tournées? Donc voilà, en tout cas, c'est très évolutif. Nos équipements, avec des investissements importants de la métropole, sont vraiment performants. Les fameux dasseries, les déchets, ils sont traités à Dijon. Et d'ailleurs, le périmètre, vous l'avez vu, on va au-delà. On a pu aider à des moments quand de grosses métropoles travaillent sur leur usine d'incinération. Ces déchets sont traités à Dijon. Ça a été vrai pour Strasbourg à une époque. Et sinon se rappeler qu'avant, ces déchets-là étaient enfouis, ce qui est absolument scandaleux. Donc voilà, un rapport effectivement important, intéressant, détaillé. Avez-vous des questions, des remarques? Monsieur Manuel Lyon. Oui, j'ai une question que j'ai posée en commission. Oh non. Et pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Alors, la réponse, elle est... C'était quoi la question? Ah oui. On n'était pas tous en commission. Non, la question, c'est au niveau de l'unité de valorisation énergétique. On nous dit 150 gigawatts de chaleur, 10 gigawatts d'électricité. Mais ce que je voulais savoir, c'est que l'incinération nécessite l'usage du gaz. Et je voulais savoir en gigawatts, pour pouvoir comparer l'importance, la quantité utilisée par le gaz. Alors, j'ai la réponse. Ah, tu vois, j'ai bien fait de reposer la question. De toute façon, j'avais le courrier qui va bien de la part de la métropole. Non, pour être sérieux, ta question est très, très intéressante. Et la réponse, elle est simple. Aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, quand on met en route le four, c'est là qu'on consomme le gaz. Après, c'est par l'auto-alimentation des choses qui vont brûler. Aujourd'hui, on consomme 2 gigawattheures de gaz. Par an. D'accord.
Non, mais c'est La question était intéressante parce qu'effectivement... J'ai pas tellement ma réponse. Alors, C'est vrai que c'est très intéressant. C'est que quand j'ai parlé des travaux qui vont durer jusqu'en 2031, à la fin de ces travaux, on ne sera plus qu'à 200 MW. On divise par 20, par 10, excusez-moi, par 10 la consommation. Ce qui est énorme. Tout à fait. Et ce qu'il est important de penser, on pense tous que pour brûler ces déchets, il faut effectivement une source de chaleur permanente. Or, le four doit être chauffé, c'est 850 degrés. C'est ça. Une fois qu'il est en température à 850 degrés, les déchets suffisent à l'autocombustion. Et ça, c'est un élément important, mais la question était intéressante. Merci. Merci d'avoir posé la question. Ça nous a permis d'interroger la métropole. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Donc, je soumets à votre approbation ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Il n'y a pas de vote. C'était une présentation, donc il n'y a pas de vote. Je vous propose de passer au rapport suivant qui concerne donc c'est la signature d'une convention attributive de subvention relative au projet de coulée verte au niveau de la préfecture de la Côte d'Or dans le cadre du Fonds vert. Vous le savez, en 2024, la consultation citoyenne sur le devenir de la friche urbaine de l'ex-bâtiment Léo Lagrange a acté sa démolition au profit d'une renaturation. Les travaux de démolition débuteront dès l'automne, puisque actuellement nous sommes en phase de désamiantage. Si vous avez pu voir que le bâtiment est sain depuis quelques semaines de barrière, et effectivement, il est en cours de désamiantage. Puis, donc à l'hiver 25-26, nous réaliserons la trame verte avec la mise en valeur du paysage végétal, la renaturation en lieu et place du bâtiment et la constitution de nouveaux îlots de fraîcheur. Cette coulée verte sera agrémentée de lieux de vie et d'espaces de rencontre adaptés à tout public, avec de nouveaux espaces de convivialité et revalorisation du parvis du théâtre des Prairies, puisque le petit théâtre, lui, reste. Enfin, nous améliorerons les mobilités douces via la création de nouveaux cheminements et la refonte du parc de stationnement de la rue des Prairies. Et pour ce projet, qui est d'un montant de 893 365 € hors taxe, comprenant le réaménagement paysager de la plaine des Aiguisons, la commune avait sollicité une subvention au titre du Fonds vert auprès de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté. L'État accorde à la ville 223 000 € au titre du recyclage foncier du Fonds vert. Voilà. Sur ce rapport, avez-vous des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation. Excuse-moi Rémi. Oui. Il est juste bon de rappeler que ça a été fait en concertation avec les habitants qui ont donc choisi la façon dont on allait mener le projet. Tout à fait, ça Donc s'appelle la consultation citoyenne. Voilà. Et c'était Sophie qui était maître d'œuvre ce soir-là. Non, maîtresse, je comprends. Voilà, en remerciant tous les collègues effectivement qui interviennent, les services bien sûr, on a besoin de leur expertise. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 9 concerne le projet de restructuration et de la réhabilitation du site des Aiguisons avec l'adoption du programme et de l'enveloppe prévisionnelle. Et c'est toi, Philippe, qui nous le présente. Merci. La volonté de l'équipe municipale est de porter un projet ambitieux de rénovation thermique et de confort à destination du groupe scolaire des Aiguisons. Notre conseil municipal avait acté l'an passé le projet de rénovation thermique du bâtiment de restauration. En avril, notre conseil municipal ouvrait une autorisation de programme visant à inclure dans les travaux de rénovation l'ensemble du groupe scolaire des Aiguisons afin de remplir les objectifs de performance énergétique de moins 60% à l'horizon 2050. Agir sur les consommations des bâtiments municipaux et améliorer le confort des usagers est un réel enjeu pour l'avenir.
mais également un coût non négligeable pour les communes. La présente délibération vise à adopter le contenu et le coût prévisionnel de l'opération globale. Les modifications portent d'une part sur la majoration des coûts estimés, sur notre volonté de répondre aux caractéristiques d'un bâtiment thermique exemplaire, sur l'évolution du restaurant en self-service ou encore sur le renforcement du plan sûreté et sur la rénovation de la cour d'école et des aménagements des espaces verts. L'objectif est de présenter un projet global de rénovation du groupe scolaire inclus la maison des associations et de prétendre à des subventions de rénovation plus importantes auprès des différents partenaires institutionnels. Le second objectif est d'accélérer la transformation thermique de nos bâtiments anciens. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu de travaux, je l'ai déjà dit, mais il n'y a jamais eu de travaux au restaurant scolaire depuis les années 70, donc ça date, il n'y a pas de loin. On a du simple vitrage. C'est pourquoi le budget estimatif des travaux s'élève à 2 500 000 € hors taxes, dont 1 million hors taxes pour la première phase concernant la restauration. Cela porte le coût prévisionnel de l'opération à 3 900 000 € TTC, incluant études, travaux et frais annexes. La révision de l'autorisation de programme fera l'objet d'une prochaine délibération lors d'une décision modificative de budget. Le détail des travaux de rénovation et d'amélioration sera ensuite précisé lors des commissions de suivi et certaines évolutions pour faire l'objet de concertation avec la communauté éducative de l'école des Églizons. Je pense notamment aux usages des salles et de la cour de récréation. Voilà, vous avez un rapport de 42 pages qui explique bien les différentes phases de travaux qui sont prévus. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des interventions, des demandes de questions, de compléments d'informations? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopter à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport suivant, c'est le rapport numéro 10. C'est la contractualisation avec le comité d'action sociale des collectivités territoriales de l'agglomération dijonnaise et des organismes affiliés, le CAS, pour l'année 2025. Vous le savez, c'est classique chaque année. La ville de Quetigny a fait le choix depuis plusieurs années d'adhérer au comité d'action sociale de l'agglomération dijonnaise pour favoriser l'accès à des activités et animations culturelles, sportives ou sociales pour le personnel municipal. En 2024, les prestations donc sollicitées par les agents concernaient notamment la prime au logement étudiant, le chèque cadeau enfant pour Noël, l'accès aux piscines municipales, des abonnements à des activités sportives ou encore des sorties culturelles. Le montant total de la cotisation due au titre de l'année 2024 a été arrêté à la somme de 29 833,49 €. Un acompte prévisionnel a été versé en 2024 pour un montant de 31 000 €. Donc le CAS a donc reversé la différence. Aussi, il vous est proposé de reconduire l'adhésion au CAS dans les mêmes dispositions pour l'année 2025 et à approuver le versement d'un acompte prévisionnel de 30 000 € et de me mandater pour signer la convention annuelle relative à l'adhésion au CAS. Il est précisé que les crédits ont été prévus au budget primitif 2025. Sur ce dossier classique, y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopter à l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 11 concerne la contractualisation avec le CNAS pour l'année 2025. Nous sommes adhérents au CNAS pour l'ensemble des agents depuis une délibération qui date du 15 décembre 2009. En 2024, vous rappelez que 132 agents sur 225 ont bénéficié de prestations pour un montant total de 39 428 €. Nous travaillons, en tout cas des pistes sont explorées en interne à la collectivité pour optimiser sa participation et donc encourager la consommation des prestations mobilisant davantage
les agents autour de leur demande de prestations à travers des réunions dans les services, des accompagnements individuels. Et le CNAS est un organisme qui permet à l'ensemble du personnel de bénéficier d'aides sociales et d'accompagnement dans divers domaines, là aussi, loisirs, culture, financiers. Et la contribution financière prévisionnelle au CNAS pour 2025 a été fixée par ce dernier à 47 286 €. Sur ce rapport, y a-t-il des questions, des remarques? Eh bien, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 12 concerne des modifications du tableau des emplois, et c'est suite à des promotions, 3 promotions internes, une pour une conseillère usagée et assistante de prévention, et 2 pour des agents d'entretien et de restauration. Voilà, sur ces 3 promotions, y a-t-il des questions, des remarques? Je soumets là aussi à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 13, il concerne l'approbation et la signature d'une convention avec la Fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation et l'identification des chats libres errants. Et il y en a quelques-uns à Quetigny, mais pas que. Isabelle Pasteur nous le présente. Merci, monsieur le maire. La prolifération des chats errants représente une problématique d'ordre sanitaire et environnemental sur le territoire communal. La commune de Quetigny, sensible à la cause animale et à la régulation des populations félines, s'est rapprochée de la Fondation 30 millions d'amis en raison de son expertise reconnue en matière de gestion des chats libres. Cette fondation propose un partenariat financier pour soutenir les campagnes de stérilisation et d'identification en participant à hauteur de 50% des frais. Le budget global est établi en fonction du nombre de chats recensés dans l'année, avec une participation financière de la commune à hauteur de 50%. La fondation réglera directement les factures aux vétérinaires choisis par la commune. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la Convention 2025 de stérilisation et d'identification des chats libres sauvages joints en annexe 6 conclue avec la Fondation 30 millions d'amis et d'autoriser monsieur le maire à signer ladite convention et à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre, y compris le versement de la participation financière de la commune telle que définie dans la Convention. Merci. Madame Dos Santos. Excusez-moi, non, ce n'est pas une question. Il n'y a pas une coquille dans la convention qui est datée ou plutôt au 1er janvier 2025 ? Oui, c'est le modèle type. On va le corriger pour le mettre. Voilà, Ouais, c'est ça. d'accord, merci. Oui. Monsieur Manuel Léon. Oui, j'avais juste une question technique. Est-ce qu'il ne coûterait pas moins cher de ne stériliser que les chattes? Je ne pense pas qu'il y ait une problématique de parité chez les chats. Il n'y a pas de raison. Ça veut dire que si on stérilise les chats qui ne sont pas stérilisés peuvent quand même aller, fertiliser d'autres chats qui ne seraient pas stérilisés. Oui, mais qui ne seraient pas des chats libres. Oui, mais là après, ça va être compliqué quand on va rencontrer des chats de savoir est-ce que tu es stérilisé, pas stérilisé, à qui t'appartient. Enfin voilà. Donc l'objectif c'est plutôt de récupérer tous les chats errants, mâles et femelles, et sans distinction de faire la stérilisation pour les deux. Mais, oui, enfin, après, il n'y en a pas non plus, on n'en stérilise pas 100 par an, hein, donc ça reste quand même raisonnable, je dirais, en termes de coûts au niveau de la vie. Monsieur Taïbi. Alors, pour votre information, on n'a pas été d'accord tous les deux quand on a préparé, parce que pour moi, ça m'a semblé un peu radical, mais je n'ai aucune expertise en matière de chats. Ma question, juste, blague mise à part, c'est la faisabilité de cette opération. Parce que, bon, on a une commune, elle a des frontières, mais je ne pense pas que les chats connaissent vraiment les frontières de Quetigny. Donc, comment on distingue si... voilà. Alors, et puis, deuxième question, je vous laisse. Oui. Et il me semble qu'on est adhérent à la SPA, mais bon, je ne connais pas vraiment les prérogatives. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être voilà, j'ai rien contre 30 millions d'amis, ils sont mes amis aussi, mais
du fait qu'on a déjà une adhésion avec l'ASPS, c'est possible Alors, en fait, c'est d'envisager ça avec eux. Voilà, c'est complémentaire. Alors, la première question, c'était oui, le fait que les chats n'ont pas la frontière de la commune. L'objectif, à l'heure d'aujourd'hui, nous, c'est d'identifier des chats errants sur notre territoire. Maintenant, s'ils viennent de Chevigny et qu'on les capture à Quetigny, l'objectif, quand on les capture, c'est déjà d'identifier s'ils ne sont pas pucés, s'ils ne sont pas avec un propriétaire. Et dans la mesure où il n'y a pas de propriétaire identifié, l'objectif, c'est de pouvoir les stériliser et pouvoir les remettre sur le territoire. Après, peut-être qu'ils ne resteront pas à Quetigny, mais en tout cas, dans la mesure où ils ont été capturés sur Quetigny et qu'ils ne sont pas stérilisés et qu'ils sont chats errants, ça sera notre objectif pour éviter la prolifération. La deuxième question par rapport à la SPA, on travaille effectivement avec la SPA, mais la SPA ne se charge pas de la stérilisation. Donc il a fallu, on travaillait avant avec l'association Rapapel pour tout ce qui était stérilisation. Dans la mesure où Rapapel ne convenait pas, je dirais, par rapport à notre exigence sur ces chats errants, on a souhaité plutôt conventionner avec 30 millions d'amis pour avoir une régularité et une exigence telle qu'on la souhaite sur la vie. Mais l'ASPA et 30 millions d'amis sont complémentaires dans l'action qu'on peut mener, en tout cas, sur nos amis les animaux de la commune. Madame Dos Santos. J'ai juste une petite question, parce que c'est une problématique qu'on retrouve dans toutes les communes, hein, ça va pas qu'à Quetigny. Et au niveau métropolitain, c'est trop compliqué de faire une mutualisation et d'avoir une entité qui s'occuperait des chats errants des communes. Je sais pas si... Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion au niveau de la métropole. Bon, alors, comme je vous dis, sur le territoire de la ville, c'est pas non plus 100 chats que l'on capture tous les jours. Donc, comme ça reste entre, je dirais, 10 et 15 chats par an, c'est gérable à notre niveau. Tout à fait. Ouais, voilà. Okay. On n'est pas sur des gros volumes. Genre, j'avais pas cette donnée, voilà. J'avais aucune notion de... Merci. Dès qu'ils arrivent, ils veulent découvrir la ville, on les attrape, on les laisse un petit peu comme alors, en fait, balader. on travaille beaucoup en proximité avec nos habitants, c'est-à-dire que c'est plutôt par des signalements d'habitants qui nous disent voilà, j'ai identifié un chat errant. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour vérifier que ce n'est pas un chat perdu. Et dans la mesure où ils sont identifiés chats errants, là on met en place et je dirais c'est souvent localisé. Je prends l'exemple, par exemple, récemment on a travaillé sur le quartier des Allées Cavalières. C'était vraiment un secteur où il y avait une récurrence de chats errants. Et là, pour le coup, il a fallu qu'on mette en place la stérilisation et la capture pour éviter qu'ils prolifèrent d'autant plus. Et on a des relais d'habitants qui nous permettent effectivement de nous signaler que dans tel ou tel quartier, il peut y avoir des chats qui ne sont pas connus des habitants et pour le coup qui nous les signalent dans le chat errant. D'accord. Merci. Oui. Décidément, les chats nous font beaucoup questionner ce soir. Non, une question parce que les chats errants, donc avec toute une procédure, il va y avoir une campagne de communication parce qu'il y a quand même beaucoup de chats qui sont ni pucés ni tatoués. Les propriétaires, en fait, ne font rien et ils vont se retrouver... Est-ce qu'il va y avoir quand on capture un chat, on essaye d'identifier... Alors, comme je vous dis, on travaille beaucoup en proximité avec les habitants. Donc, quand on le capture, ça se fait généralement en présence de la police municipale. Il y a quand même une enquête, entre guillemets, de voisinage pour identifier si le chat n'appartient pas à telle ou telle personne. À l'heure d'aujourd'hui, j'ose espérer que les personnes qui soient propriétaires de chats soient quand même vigilants à faire du tatouage ou du puçage. Mais voilà. Merci. Voilà. Après, oui. Et surtout, ce qui est important, c'est d'inviter nos concitoyens surtout à ne pas nourrir, parce qu'il y a les chats, mais il y a les rats, il y a les corbeaux, il y a tout un ensemble d'animaux qui profitent aussi de... Et on voit, nous voyons tous quelquefois des casseroles, des assiettes en pied d'immeuble, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Sur ce rapport, y a-t-il d'autres demandes? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté là aussi à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous l'avais dit, il y a 2 questions orales. Je vous rappelle le principe des questions orales, c'est en lien avec l'article L2121-19 du CGCT.
Donc, le maire donne la parole au conseiller qui a formulé sa question, il y répond, et l'auteur pourra solliciter des précisions supplémentaires si besoin, mais les questions orales ne donnent pas lieu à débat. Et j'invite M. Quinquer, qui avait posé une question, à la lire pour l'ensemble du conseil. Merci, monsieur le maire. Ça rejoint un peu... on va rester dans le côté animalier. Donc les corbeaux, jusqu'à quand les habitants devront-ils subir des nuisances ? Monsieur le maire, depuis plusieurs années, les habitants de Cours-Sully et de l'avenue de Bourgogne subissent au quotidien la présence massive de corbeaux qui engendrent de nombreuses nuisances. Ils se plaignent notamment du vacarme incessant, de jour comme de nuit, qui empêche le repos, des dégradations liées aux fientes sur les trottoirs, les véhicules et le mobilier urbain, ainsi que d'un sentiment général d'insalubrité et d'abandon. Ces nuisances, répétées année après année, créent une véritable exaspération. Les habitants sont fatigués, en colère et demandent que des solutions concrètes soient mises en place. Il ne s'agit pas seulement d'oiseaux, il s'agit de tranquillité publique, de cadre de vie, de bien vivre ensemble. Si rien n'est fait avant le prochain printemps, le prochain printemps apportera à nouveau ces nuisances à la limite du supportable. Pourtant, des solutions non létales existent, efficaces et respectueuses, telles que l'élagage raisonné des arbres qui, loin de nuire à leur développement, favorisent au contraire leur épanouissement. L'utilisation de répulsifs sonores ou visuels, la mise en place de dispositifs dissuasifs sur certaines zones de nidification ou encore la coordination avec des spécialistes de la gestion de la faune urbaine. Ma question est donc simple et directe. Quelle action concrète et immédiate avez-vous engagée pour que les habitants retrouvent enfin la sérénité et la qualité de vie auxquelles ils ont droit ? Alors, c'est un sujet effectivement important et je vous remercie de poser cette question, mais malheureusement qui démontre une nouvelle fois que vous ne suivez pas vraiment l'actualité de la commune de Quetigny, puisque nous avons à plusieurs reprises, dans les derniers magazines municipaux, informé nos concitoyens sur les démarches entreprises par la ville pour contenir la prolifération des corbeaux freux et des corneilles noires. En 2020, c'était il y a 5 ans, la commune avait fait intervenir la société Fauconnerie Team afin de déloger les corbeaux dans plusieurs quartiers de la ville avec l'aide de faucons notamment. Malheureusement, cette méthode n'a pas d'effet pérenne sur leur réinstallation. C'est pourquoi au début du printemps 2023, nous avions fait procéder à l'installation de rubans effaroucheurs brillants dans des platanes situées à l'angle de l'avenue de Bourgogne et du boulevard Champ-aux-Métiers afin de tenter d'effrayer et de déloger des colonies de corbeaux. Cette solution s'est également avérée non durable parce que visiblement les corbeaux sont plus intelligents que l'on pourrait le croire. Par ailleurs, à l'automne 2023, les services avaient réalisé une campagne d'élagage des platanes afin d'éviter les branches en fourche favorables à l'installation des nids. Et devant la recrudescence de ces deux espèces considérées comme nuisibles par arrêté préfectoral, nous avions réalisé une campagne de régulation des colonies en 2024 par des lieutenants de louveterie habilités à procéder à des prélèvements d'individus corvidés. Les périodes d'intervention pour les campagnes de régulation sont strictement encadrées par arrêté préfectoral. Elles s'étalent de la date de la clôture générale de chasse jusqu'au 31 mars. En avril dernier, donc en 2025, Isabelle Pasteur avait reçu une délégation d'habitants de l'avenue de Bourgogne pour échanger sur les nuisances subies par ces derniers en raison de la présence des corbeaux. À la suite de cette réunion, j'avais adressé un courrier à monsieur le préfet de Bourgogne-Franche-Comté afin de demander une dérogation jusqu'à fin juillet pour l'intervention d'un lieutenant de louveterie. Cette autorisation nous a été délivrée cet été. Cependant,
et c'est bien là aussi un des problèmes, le contact avec le nouveau lieutenant de louveterie ne nous a été donné, aucun contact, malgré nos multiples relances. On savait qu'effectivement l'ancien lieutenant de louveterie partait en retraite. Alors il doit être effectivement lui parti en retraite, mais pour autant on n'a pas son remplaçant. Nous prévoyons de renouveler la campagne d'élagage et de destruction des anciens nids dès la semaine 41, c'est en octobre. Cette campagne doit obligatoirement être réalisée avant le mois de février, en vertu de cette législation en vigueur. Plus d'une centaine de platanes seront concernés sur l'avenue de Bourgogne et le cours Sully. Dès le mois de février, nous reprendrons contact avec les lieutenants de louveterie pour les prélèvements de corvidés. C'est un problème qui est évidemment pas particulier à Quetigny. Aucune solution unique ne semble pérenne. C'est pourquoi nous allions plusieurs procédés légaux, les effaroucheurs, l'élagage en hiver et le prélèvement de corvidés dans les périodes évidemment autorisées. Nous restons en veille sur des solutions efficaces aux côtés des autres communes de la métropole également touchées. Donc vous le voyez, depuis 2020, c'est vraiment une préoccupation. L'ensemble, les élus, les services sont préoccupés et nous sommes sollicités par les habitants. Isabelle, je l'ai dit, on a rencontré aux permanences. Il y a des personnes qui viennent nous en faire part. C'est vrai pour les corbeaux. Il y a eu des périodes où c'était les pigeons également. Et cette préoccupation, nous la poursuivons. C'est le sens de la réponse que je vous fais. Et d'ailleurs, il y a des soirs, lorsqu'on est en réunion à la salle des Epnotes, effectivement, on entend bien, effectivement, ces fameux corbeaux. Voilà sur cette question orale. Il y avait une deuxième question. Oui, je vais me permettre une remarque préliminaire. J'ai demandé que la question reste posée, bien qu'elle était déjà résolue, au moins en partie, pour qu'il y ait une trace dans le conseil municipal. Donc, depuis les attaques criminelles du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, Quetigny s'est à plusieurs reprises montré solidaire du peuple palestinien devant ce qu'une commission d'enquête internationale de l'ONU qualifie aujourd'hui clairement de génocide contre la population de Gaza. À l'occasion de la reconnaissance de l'État palestinien par la France à l'ONU et par la voix de son président de la République le 22 septembre, ne pensez-vous pas qu'il est souhaitable que la municipalité de Quetigny pavoise sa mairie, au moins pendant quelques jours, avec le drapeau palestinien, en soutien à cette initiative attendue depuis longtemps par un grand nombre de Français. Cette action, bien que symbolique, permettrait de manifester à nouveau notre soutien au peuple palestinien, victime d'un génocide et d'une épuration ethnique. Merci. Effectivement, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Notre ministre de l'Intérieur démissionnaire s'est beaucoup démené. Mais je pense néanmoins que la présence de nos gendarmes est beaucoup plus utile rue Ronde que de venir contrôler 2 matins de suite si le drapeau palestinien est au fronton ou pas de la mairie. L'inquiétude des Quetignois, elle est plus liée à l'interpellation qui a eu lieu samedi qu'à la présence de ce drapeau. Donc, et je dois vous dire d'ailleurs que j'ai pour autant reçu beaucoup de messages de soutien. Mais je veux donc vous faire cette réponse. Messieurs les élus de Réinventons Quetigny, vous interrogez la majorité municipale sur le pavoisement du fronton de la mairie de Quetigny avec le drapeau palestinien à l'occasion de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France à l'ONU le 22 septembre. Notre majorité a effectivement fait le choix de pavoiser notre édifice communal du drapeau de la Palestine le jour de cette reconnaissance attendue par le président de la République française à l'ONU. C'était hier soir, 21h, 21h30.
Hier, le 22 septembre 2025, jour historique, notre mairie affichait le drapeau palestinien et le drapeau de la paix. Malgré l'interdiction faite aux mairies par le ministre démissionnaire de l'Intérieur de hisser le drapeau palestinien et malgré plusieurs condamnations de ville par les tribunaux administratifs, il nous a semblé important de soutenir la démarche française de reconnaissance de l'État palestinien. Il s'agit d'un acte fort et historique, nécessaire pour relancer une dynamique de paix durable au Proche-Orient, fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la coexistence de deux États vivant côte à côte en sécurité et en dignité. Face à une guerre dévastatrice, dont les victimes civiles sont chaque jour plus nombreuses, il est aujourd'hui impératif de mettre fin aux violences. La reconnaissance de l'État palestinien constitue une étape cruciale pour ouvrir enfin la voie à des négociations équilibrées et à une solution politique juste et pérenne. Ce geste fort, porteur d'un message d'unité et de solidarité, s'inscrit dans la continuité des valeurs républicaines de paix, de justice et de respect du droit international que défend Quetigny. Ce n'est pas une exploitation politicienne sur le fronton de notre mairie comme j'ai pu le lire. Je vous le rappelle, notre conseil municipal avait adopté en novembre 2023, un vœu appelant à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités dans le cadre du conflit israélo-palestinien. En juin 2024 et en juin 2025, des rassemblements pour la paix entre les peuples israéliens et palestiniens avaient été organisés dans la commune. Nous étions une centaine, je pense, au mois de juin dernier. Oui, c'est marqué d'ailleurs, réunissant une centaine d'habitants. Enfin, la ville avait accueilli en mars 2024 un forum pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. La ville de Quetigny réaffirme son attachement profond à la paix entre les peuples israéliens et palestiniens. Elle exprime son soutien au peuple palestinien qui endure depuis trop longtemps les bombardements, la famine, les privations et l'absence d'État. Elle apporte également son soutien au peuple israélien qui vit dans l'attente du retour de ses otages, durement frappé par les conflits et aspirant lui aussi à vivre en paix et en sécurité. Le soutien affirmé au peuple palestinien et à la constitution d'un État n'est en rien une validation politique du Hamas ou une attaque à l'encontre de l'État d'Israël. Ce 22 septembre, Quetigny a porté un message clair. La paix est possible, elle doit être construite avec courage, responsabilité et humanité. Voilà le sens de notre démarche que nous avons conclue par le port de ce drapeau sur le fronton de la mairie et nous continuerons évidemment nos actions dans cette démarche. Nous vous remercions. Merci à vous. Vous avez les informations donc, du maire à la fin du document du conseil municipal. S'il n'y a pas... Oui, Madame Dos Santos. J'ai juste une petite question sur la sollicitation de la subvention pour des travaux d'adaptation au changement climatique et sécurisation des dortoirs de la crèche. C'est quels travaux ? Parce qu'on a une crèche qui date de 2019, donc je m'inquiète un peu. Oui, non, ce n'est pas des travaux très importants, mais néanmoins, c'est le constat qui a été fait. Ah oui. Voilà, c'est l'ouverture entre les deux dortoirs pour faciliter la surveillance. Ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Bah, ça ventile, quoi. La sécurisation des dortoirs. Oui, mais avant, il y a marqué Oui, pour mais des travaux d'adaptation. Ça fait partie d'un ça- intitulé. D'accord. Il y a aussi, excusez-moi, je vous permets. Non, mais merci. Il y a aussi une des
Merci. Voilà, c'est des travaux modestes, en l'occurrence, c'est une adaptation du constaté de cet été. Merci à vous, belle soirée et à très bientôt.